Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est forcément une édition VIP. Mon invitée de marque est une femme. Elle a participé et dirigé quelques-unes des entreprises qui ont marqué l'essor d'Internet en France. Elle était aux manettes de moteurs de recherche, de fournisseurs d'accès ou encore de médias des nouvelles technologies. Alors forte de toutes ces expériences, elle décide un jour de passer de l'autre côté de l'action, je dirais, là où se décide l'investissement, et elle lance donc son premier fonds d'entrepreneur. Et puis, deuxième étape importante dans son parcours, c'est la création du premier fonds européen dédié à l'éducation. Et c'est ça qui va être le principal de notre sujet tout à l'heure. On va voir ce que recouvrent les EdTech, ses promesses, ses dépendances, mais aussi ses futurs horizons. Ce sera la grande interview EdTech avec Marie-Christine Levet. Mais avant, nous allons débriefer quelques-unes des actualités techno qui ont marqué cette semaine. Ce sera avec un expert business du jeu vidéo, Guillaume Monteux, que vous connaissez pour chroniquer le jeu dans Smartech, et puis un observateur averti des marchés, Christophe Holnet. En fin d'émission, nous retrouverons évidemment notre rendez-vous dans l'espace. On parlera aujourd'hui du tourisme spatial. Mais tout de suite, donc place au débrief. Alors à la une cette semaine de l'actualité, il y avait notamment cette affaire GameStop et puis aussi le combat entre Facebook et Apple. Pour en débriefer donc avec moi, Guillaume Monteux, président de Gatsby, chroniqueur dans Smartech tous les mercredis, et Christophe Holnet, senior advisor au sein de Apax Partners, qui est un spécialiste du private equity. Il est également, Christophe Holnet, président de la société d'Athéna. Bonjour messieurs. Bonjour Delphine. Guillaume, on va démarrer ensemble avec cette affaire GameStop, en fait, qui a créé une dérégulation incroyable de Wall Street. D'abord, peut-être revenir sur le déroulement des faits. Quelle histoire. GameStop est une franchise de magasins de jeux vidéo physiques. 5500 magasins dans le monde, plutôt aux États-Unis, mais en France, ils sont connus sous la marque Micromania. Alors, la vente physique de jeux vidéo, franchement, ça ne fait pas rêver grand monde. On l'a vu dans Game Business, il y a plus de jeux qui sont vendus en numérique qu'en physique. Et la société GameStop, elle a perdu, je crois, plus de 1,5 milliard de dollars ces 3 dernières années. Bon. En janvier dernier, 2 fonds d'investissement, Melvin et Citron Capital, décident d'accélérer la chute de GameStop et vendent. Et ont décidé, et on a annoncé publiquement qu'ils allaient vendre en masse des actions GameStop. En parallèle de ça, il y a eu des petits porteurs comme vous, comme moi, qui sont organisés autour d'un réseau qui s'appelle Reddit pour dire mais non, cette société, elle peut faire quelque chose et peut-être aussi qu'on peut en profiter pour donner une bonne leçon aux hedge funds. On peut juste dire que Reddit, c'est un formidable forum où se retrouvent plein de geeks et là, il s'agissait, enfin en fait, on touchait à quelque chose de sacré, quoi, aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, on touche à la finance, il y a eu de l'anti-hedge fund et puis il y a eu masse de personnes qui se sont mis dans une dynamique d'achat. Donc une dynamique d'achat d'un côté avec des petits porteurs, une dynamique de vente avec ces hedge funds en janvier dernier qui ont décidé et annoncé de vendre à $20, avec une particularité quand ils vendent ces hedge funds, c'est qu'ils vendent des actions qu'ils n'ont pas. En fait, ils vendent des actions qu'ils empruntent. Et quand le cours de l'action, vous vendez une action par exemple à $20, si vous la rachetez à 10, si l'action baisse, il n'y a pas de problème. Mais quand l'action monte, vous devez tous les jours, à la fin de chaque séance, donner à celui qui vous a prêté votre action le delta, ce qu'on appelle les appels de marge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les petits porteurs, ils ont fait exploser l'action GameStop, 20, 30, 40, $50. Et en face, tous les soirs, les hedge funds devaient fournir ces appels de marge qui sont comptés en milliards. Alors nous, ça nous fait sourire, on dit c'est génial quand même, on a quelques boursicoteurs qui peuvent comme ça mettre à plat ventre des investisseurs importants et obliger du coup Wall Street à prendre des mesures. Alors oui, à prendre des mesures, parce que le cours s'est envolé, les hedge funds se sont fait rincer, il y a eu un petit peu de petits porteurs qui ont gagné de l'argent, dont certains beaucoup d'argent, il y a beaucoup de petits porteurs qui ont perdu de l'argent, mais quand ils ont débloqué leur position, les hedge funds, ils ont encore fait monter le cours, le cours est passé de 20 à $480. Et là, la dynamique s'essouffle, et donc le cours revient doucement à son niveau, j'ai envie de dire presque initial. Là, j'ai vu ce matin, l'action avait encore perdu 40%. C'est quand même un précédent.
Alors c'est un précédent, j'ai envie de dire. C'est un épiphénomène ou c'est un précédent? Moi, franchement, je trouve que c'est un peu un pétard mouillé. Ah oui. Parce qu'il y a, oui, parce qu'il y a pas. Enfin, là, ceux qui ont gagné de l'argent, la SEC va s'occuper d'eux pour savoir s'ils n'ont pas manipulé les cours. In fine, les hedge funds, ils se sont fait rincer. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. La société GameStop, en fait, elle n'a rien gagné puisqu'il n'y a pas eu un dollar qui est allé chez elle. J'ai envie de dire, les seuls qui ont gagné de l'argent, c'est les market makers, tous ceux qui ont pris de l'intermédiation. Mais ça veut dire quand même que des gars et des filles dans un forum peuvent déstabiliser la bourse, Christophe Holnet. Oui, ce qui est intéressant là, c'est la masse, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de crowd, un achat par la foule avec des montants minimaux finalement et qui permettent de déstabiliser. Bon, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est une sorte de Occupy Wall Street, mais d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que les petits porteurs ont attaqué au portefeuille des acteurs de la finance, mais probablement parce qu'il y a une dissension de plus en plus forte, une fracture dans la société. Et bon, peut-être en France, ça se manifeste de façon différente. Aux États-Unis, je dirais, on pourrait imaginer que finalement, des gilets jaunes auraient massivement acheté des actions et déstabilisé. Mais comme vous le dites justement, le cours a énormément monté. Il y a eu un phénomène de masse, que je crois qu'il y a eu 6 millions de personnes qui se sont inscrits sur le forum Wall Street Bets dans la dernière semaine. Donc il y avait un acte quasiment militant d'acheter des actions, de continuer à les acheter. Donc certains ont gagné de l'argent, mais comme vous le dites justement, le cours est quasiment revenu à son niveau et vous avez des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont des actions à 300-400 $ et qui aujourd'hui en valent 50. Et ça veut dire que le marché aussi va peut-être mettre en place des mécanismes nouveaux pour se protéger, non? Moi, ce que je retiens, c'est que c'est exactement ce que vous disiez. La masse peut faire la force. Mais in fine, celui qui fait la loi, c'est l'argent. Et c'est le système de la finance. Et qu'en fait, les petits porteurs qui ont voulu donner des leçons, entre guillemets, aux hedge funds, moi, j'y crois pas tellement. Si vraiment ils voulaient donner des leçons aux hedge funds, c'est pas aux hedge funds qu'il fallait s'attaquer. C'est aux règles même du système. Et là, c'est autrement plus compliqué. Oui, mais là, ils font sauter quelques verrous quand même de ce système. Est-ce qu'on va pouvoir le tenir indéfiniment, le système? Pour moi, c'est vraiment une première faille. Oui, enfin, je pense que c'est assez exemplaire quelque chose qui était assez inattendu. La question, c'est que si on veut, comme vous le dites justement, si on veut réguler dans le temps, la puissance financière des petits porteurs n'est évidemment pas suffisante. Donc il y a un risque fort qu'il y ait beaucoup de dissensions qui s'opèrent. De façon similaire, ils ont essayé de faire monter le cours de l'argent de façon massive récemment. Et en fait, il s'est passé à peu près la même chose. Le cours de l'argent est monté et est redescendu très rapidement. Et on a commencé à sentir beaucoup de dissensions dans les forums avec certains qui accusaient les autres de manipuler. Parce que vous pouvez très bien avoir aussi un hedge fund mal intentionné qui vient dans les forums massivement avec des trolls et envoie des informations. Donc c'est aussi derrière, il y a toute la problématique de la manipulation d'opinion par les réseaux sociaux finalement. Ouais. Ça rejoint ces problématiques-là et ces besoins de régulation. Et alors, on va en reparler de la manipulation des opinions tout à l'heure. Je voulais qu'on enchaîne avec la guerre, on va dire, que Facebook mène à Apple. Donc le cœur du conflit, c'est Apple qui va obliger les éditeurs d'applications à faire preuve de transparence sur la collecte des données, l'utilisation qu'ils font de ces informations pour faire du traçage publicitaire. A priori, on se dit, où est le problème? Tant mieux. C'est un peu ce que demande l'Europe, non? Oui, alors là... Si on avait besoin de comprendre ce qu'est un gatekeeper au sens de ce que la façon dont Thierry Breton et la Commission européenne ont dénommé les plateformes dominantes, c'est-à-dire des acteurs qui dominent un écosystème et qui en définissent les règles. Apple. Si on veut entrer sur un marché, il faut en passer par les règles. Qu'est-ce qui se passe quand deux gatekeepers s'affrontent? Voilà. Et là, vous avez un gatekeeper qui est Apple en l'occurrence, qui a décidé de marcher sur les pieds d'un autre gatekeeper. Bien sûr, ça ne se présente pas comme ça, Alors, Apple se drape dans la défense de la vie privée, puisque ça a été annoncé le jour du Privacy Day par le PDG d'Apple.
Et et comme vous le dites, a des arguments qui nous paraissent assez justes. Et puis, de l'autre côté, Facebook, lui, se drape dans le défenseur des pauvres PME qui ne vont pas pouvoir bénéficier des données et ne vont pas pouvoir se relancer dans ce monde post-Covid. Donc finalement, on a presque la larme à l'œil quand on écoute ces deux gatekeepers. Mais on n'est quand même pas tout à fait naïf. Ce qu'Apple cherche à faire, c'est protéger son écosystème. Il a un business model qui est différent de celui de Facebook. Il ne faut pas oublier que derrière ça, Apple, il cherche à imposer Spotify par rapport à Apple, par rapport à iTunes, à imposer Apple TV par rapport à Netflix et iMessage par rapport à WhatsApp. Donc si Facebook est déstabilisé sur son business model en ne pouvant plus monétiser les données, puisqu'il va falloir un consentement explicite des utilisateurs, eh bien, il sera affaibli et Apple pourra le repousser sur les aspects messagerie, par exemple. C'est effectivement ce que reproche Facebook. C'est au cœur du sujet de l'abus de position dominante. Ce qui reproche à Apple, c'est d'imposer des règles que Apple ne s'impose pas. Bien sûr, parce qu'Apple dispose de toutes ces données et Apple fait une sorte de opt-in, mais on voit qu'Apple se positionne en régulateur. Donc il montre qu'il y a besoin de régulation. La seule chose, ce ne sont pas des acteurs privés qui doivent le faire. Guillaume, une réaction là-dessus ? Bah oui, enfin, on est face à deux visions du monde de l'Internet totalement différentes. Facebook qui fait des applications gratuitement financées par la publicité, Apple qui impose aux utilisateurs d'acheter ces services et qui prend une commission dessus. Donc là, on est sur une guerre de titans, un combat de mox majeur. Une commission très importante qui a fait d'ailleurs partir Epic Games de l'Apple Store. Absolument. Epic Games, il y a eu effectivement aussi la problématique avec Spotify. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont révoltés contre la presse mondiale aussi s'est révoltée sur le fait que Apple prenait 30%, c'est le renouvellement d'abonnement de la presse. Donc, il y a deux mondes qui s'affrontent. Moi, très honnêtement, le fait qu'Apple impose cet accord et son consentement des utilisateurs pour le partage des données personnelles, je vois le mal que ça peut faire à Facebook, et ça peut faire extrêmement mal à Facebook. On parle d'un chiffre d'affaires qui baisse de 20 à 30%. Mais je ne vois pas vraiment le bien que ça fait à Apple. Donc, je suis un peu dubitatif et puis j'y crois pas vraiment au fait que Apple s'érige en défenseur des données personnelles Voilà. On verra bien ce qui se passe. Bon, affaire à suivre. Je voulais un petit clin d'œil quand même, c'est les 20 ans de VLC. Alors Christophe Aulnet, ça m'amusait aussi de vous interroger là-dessus parce que vous êtes un ex-président de Microsoft en Asie du Sud et en France. Et finalement, VLC a longtemps été un concurrent excellent d'ailleurs des players des GAFAM. Oui, absolument. VLC, c'est une très belle réussite française, puisque, comme vous dites, ça date d'il y a 20 ans. C'était créé à l'école centrale. Et il y a près de, je crois, 1000 ingénieurs, essentiellement des centraliens, qui ont travaillé sur ce projet open source. Donc, c'est un player vidéo qui permet de diffuser de la télévision, de la vidéo de façon extrêmement optimisée. Et il a été diffusé il a été téléchargé 3 500 000 fois. Donc c'est assez peu connu finalement pour une extraordinaire réussite. Bon, mais elle a été développée dans un mode open source. Si on avait été non pas à Centrale mais à Stanford, peut-être qu'il y aurait une start-up qui aurait été créée et qui s'appellerait Netflix aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça, c'est cette capacité à utiliser l'Internet pour mieux diffuser et de façon optimale la télévision. Donc toutes ces recherches-là ont nourri l'essor de la télévision IP. Qui a complètement bouleversé. Un accompagnement de la révolution des loisirs numériques phénoménal. Donc, bon anniversaire, VLC. D'ailleurs, ça a nourri aussi un écosystème en France très riche de sociétés dans le domaine de la vidéo, de la télévision. Bon, j'étais dirigé une société comme NetGem, mais vous avez des gens comme Technicolor, comme Sagem, puis tout un ensemble d'acteurs du monde de la télévision numérique qui ont aussi bénéficié de tout ce savoir-faire. Bon, alors on passe très vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour parler de Elon Musk et du Bitcoin. Alors il suffit que Elon Musk tweete quelque chose pour que le monde s'emballe. Alors là, il a rajouté hashtag Bitcoin dans sa bio Twitter et boum, flambé du coup. Alors, ils ont de la chance, Pardon. Ils ont de la chance, je disais c'est proche. Moi j'aimerais bien savoir ce que Elon Musk va tweeter. Oui, c'est vrai, Smart Tech. Ouais. Non mais ça montre la puissance de Twitter et finalement l'hubris qui peut en résulter pour celui qui par un tweet permet comme ça de faire de tels mouvements de marché. Mais je crois que le soutien de Elon Musk à Bitcoin est soutien amical, clin d'œil, ce qu'on veut, il n'est pas étonnant puisque
d'abord, Elon Musk a toujours une communication un peu non conventionnelle, un peu anti-establishment, et puis il a une dent contre la finance en général, et hedge funds en particulier, puisqu'il a aussi soutenu GameStop, l'action à GameStop, mais il a aussi une dent contre la finance, et là, en faisant la promotion du Bitcoin pour pouvoir remplacer le cash, il sait qu'il cherche à déstabiliser un peu les banques et mettre un peu d'huile sur le feu. Et puis, comme clin d'œil, on peut dire aussi qu'il a affirmé sa croyance en Bitcoin, puisque vous savez qu'il annonce des colonies sur Mars en 2026. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y être, mais je vous assure. On a d'en parler déjà. Il a affirmé que la monnaie sera le Bitcoin. Il n'y aura pas de cash sur Mars. Bon, voilà. Et c'est là aussi donc, où on fait le lien avec ces mouvements de foule. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elon Musk, c'est un gourou du monde numérique et ça peut faire un peu peur aussi. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby, et Christophe Holnet, senior advisor au sein de Apax Partners et président de Datena. C'est l'heure de la grande interview EdTech. Et c'est le moment de la grande interview de Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Alors merci d'abord d'être avec nous et d'avoir accepté de rester tout au long de cette émission. Vous serez là jusqu'à la fin. Votre histoire, elle a démarré, je le disais en introduction, avec ce monde du numérique qui est apparu en France, hein, avec l'accès à Internet qui est passé du RTC au haut débit. On a vu les usages numériques se développer. Les opérateurs qu'on appelait les fournisseurs d'accès se sont mis à délivrer du triple play, du téléphone, de la télévision sur Internet. Bref, on peut dire que vous êtes une pionnière de l'Internet français. Vous avez ouvert et dirigé l'ICOS France aussi à l'époque où il y avait ces gros portails qui donnaient accès au web. Vous avez été présidente de Club Internet, qui était très innovant d'ailleurs parmi les fournisseurs d'accès français et très puissant. Il s'est fait racheter par Deutsche Telekom et puis il a fini chez Neuf CGTEL pour devenir SFR. Moi, je vous ai connu aussi sur le groupe Test, où vous étiez la patronne des médias importants qui comptaient sur les nouvelles technologies. Et puis à un moment, alors je ne sais pas, est-ce que vous vous dites j'ai vécu une période extraordinaire, foisonnante, et finalement il faut que je trouve encore le moyen de trouver des choses qui me fassent vibrer. Vous vous dites, eh ben, je vais regarder de l'autre côté, je vais me lancer dans le venture capitaliste. Oui, écoutez, après cette formidable expériences dans l'Internet, hein, que ce soit de la création, le début du web, la bulle, l'explosion de la bulle, et puis après vraiment le web qui s'est installé, hein, comme vous l'avez dit, avec la DSL au débit. Hein, c'est vraiment ce qui a fait le changement des usages, hein, où alors on n'avait plus les usages limités à l'heure. Et donc cette formidable explosion du haut débit, de la télévision triple play, du téléphone par Internet. Oui, j'ai eu envie de revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire le démarrage, c'est-à-dire l'ICOS, hein, où j'avais pris la société de zéro et je l'avais montée jusqu'à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai eu envie de revivre cette expérience de la création, que je trouve qu'il y a une expérience formidable, hein, dans le domaine de l'Internet. Et donc, je me suis tournée du côté du capital risque, hein, où je pouvais à la fois aider des jeunes sociétés à se développer et aussi transmettre tout ce que j'avais connu, hein, les erreurs que j'avais faites, hein, pour ne pas les refaire, ce que j'avais bien réussi, et essayer de donner aussi à des gens plus jeunes mon expérience pour développer leur société. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier qui est vraiment un métier magique, hein, ce métier du capital risque et de l'investissement. Surtout en France, à l'époque, c'était quand même en 2009. Hein, donc en 2009, il y avait encore peu de fonds, ce qu'on appelle les fonds early stage, hein, qui investissent au démarrage des sociétés. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Hein. On a vraiment rattrapé ce retard en France, notamment grâce à l'activité, hein, de la BPI, qui a fait un travail exceptionnel, hein, sur le financement de l'amorçage en France. Et au départ, c'est un fonds d'entrepreneurs, c'est un des premiers fonds français d'entrepreneurs. C'est un des premiers fonds d'entrepreneurs qui avait été créé par Marc Simoncini, que vous connaissez tous, hein, qui avait l'idée de se dire, je veux aussi rendre à la société ce que la société m'a donné et favoriser des jeunes entrepreneurs. Et donc, on a créé Jaina Capital, qui était un des premiers fonds à côté d'Isaïe. Et donc là, on a financé beaucoup de jeunes sociétés, hein, dans tous les domaines d'activité. Hein. On a financé Made.com, le meuble design par Internet. On a financé La Ruche qui dit oui, la consommation collaborative. On a financé Wicar, la location de voitures par Internet. Donc plein de nouveaux secteurs finalement qui étaient totalement disruptés par l'essor de la technologie.
Et moi, pendant tout ce temps-là, j'ai trouvé ce sujet vraiment très intéressant. Et puis finalement, le soir, je rentrais chez moi et j'écrivais encore à la main sur le cahier de mes enfants que Julien n'allait pas aller à l'école demain parce qu'il était malade, et la professeure faisait des photocopies et collait sur 30 cahiers le même message, etc. Et je me suis dit que c'était pas possible finalement que toute la journée je voyais des gens qui disruptaient des secteurs entiers et que le secteur de l'éducation et de l'école n'avait pas encore vécu sa révolution digitale. Et donc je me suis vraiment intéressée à ce nouveau secteur, puisque à l'époque, dans les années autour de 2004, 14-15, c'était vraiment au tout début, à ce nouveau secteur qui s'appelle la tech, c'est l'education technology, c'est-à-dire tous les services qui peuvent être développés grâce à l'utilisation de la technologie et au service du monde de l'éducation. Mais il y avait déjà des startups qui étaient positionnées sur ce secteur. Il commençait à y en avoir. On avait déjà, d'ailleurs, on en avait financé 2 chez Jaina, une aux États-Unis qui était des livres Epic, qui étaient des livres interactifs, et une autre qui était du jeu pour du brain training, du jeu pour apprendre. Et donc j'avais commencé à regarder un peu ce secteur, et j'avais vu qu'aux États-Unis, il commençait à y avoir des fonds, et c'est souvent les États-Unis qui nous ont qui ont été en avance dans toute l'histoire d'Internet, qui avaient des fonds spécialisés dans ce secteur, et c'était eux qui avaient permis aux grands du secteur de la tech d'éclore, les Coursera, les Udemy, toutes ces grandes plateformes de learning qui démocratisent totalement l'éducation. Et voilà, l'aventure entrepreneuriale m'a repris dans les tripes, et je me suis dit pourquoi est-ce que je lancerais pas ça en France et même en Europe, puisque donc EduCapital est né en 2017 et on est le premier fonds européen dédié au secteur de l'EdTech, l'Education Technology. Avant d'arriver à l'EdTech, vous siégez aussi au board de DigiSchool, Live Mentor, Magic Makers, Manzalab et Student Pop. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est quel partage d'expérience peut intéresser les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter quand on arrive avec 10, 15, 20 ans d'expérience ? Alors déjà de les aider à structurer leur société. Je pense que le plus important quand on commence à grossir, c'est vraiment d'avoir une équipe et une société structurée, aider à recruter les bonnes personnes, parce qu'on peut souvent se tromper dans du recrutement, aider à avoir une belle organisation. Je pense que on ne réussit pas sans une belle organisation derrière soi. Le one man show, il existe souvent dans vos plateaux, mais en général, il y a toujours une organisation derrière. Donc déjà bien aider à structurer la société, avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Ensuite aussi avoir structurer de manière financière, avoir ce qu'on appelle des KPI, à savoir des indicateurs qui vous permettent de suivre votre société, de suivre l'évolution de votre société et pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ensuite, les aider à prendre les bonnes décisions, à y aller des fois, à choisir, à faire des choix. Je pense qu'une jeune société, elle doit souvent avoir une proposition de valeur assez unique, simple à comprendre pour l'utilisateur. Moi, j'ai été élevé pendant 12 ans, j'ai assisté à la formidable explosion de réussite d'Iliad, parce que j'étais au bord d'Iliad et j'ai vu quand même le conseil d'administration. Et j'ai vu quand même la force de la proposition unique et forte qui s'installe dans la tête des consommateurs, et donc avoir une force de proposition unique et ensuite exécuter, dérouler sa stratégie et grossir. Et donc on les aide dans des moments difficiles, parce que les jeunes sociétés ont toujours des moments difficiles, des moments de cash, de tension de cash. Il y a quand même eu certaines sociétés qui ont souffert pendant la crise du Covid, des moments de tension de cash. On les aide aussi à prendre les bonnes décisions, à des fois racheter d'autres sociétés, grossir et devenir et on espère devenir des champions français, des champions européens. Alors vous avez cité Iliad, donc Iliad, Free, Xavier Niel, et on retrouve Niel à titre personnel dans le fonds EduCapital. Oui. Alors vous avez aussi 2 associés. Lydie Marek, un associé. Oui, une associée, Lydie Marek. Pardon. Une associée. On est d'ailleurs le seul, un des rares fonds, mais je crois qu'on était au départ le seul. Tenu par 2 femmes. Tenu par 2 femmes. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela que l'on a 30% de nos sociétés qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes. Ah, d'accord, très bien. On retrouve aussi la BPI.
Dans le Voilà, fonds donc la du BPI capital. nous a fait confiance très tôt et voilà, en croyant à ce secteur de l'EdTech. On a aussi des investisseurs prestigieux qui nous ont fait confiance, les groupes Hachette, Econocom, qui est un groupe qui équipe beaucoup d'écoles et qui avait avec un fondateur visionnaire sur ce sujet d'éducation technology, le groupe Bayard. Et ensuite, beaucoup de privés. La famille du groupe ID Kids, c'est Otsibul et Veilleux, les frères Karl de Babylou et plein d'entrepreneurs du web. Alors, des très connus comme Xavier Niel, Gilles Chetla de Klein, des moins connus, Chantal Baudron, Alain Thibault, je vais en oublier. Mais voilà, on a et surtout la famille Leclerc, la famille Decathlon, qui nous a fait fortement confiance sur ce fonds. Et d'ailleurs, les privés ont été la plus grosse partie des montants levés par EduCapital. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de crainte ou de réticence de la part des investisseurs pour aller sur ce secteur de l'éducation? Alors, il y a 4 ans, on était pionniers, on était vraiment très pionniers, donc les gens qui nous ont fait confiance ont cru en nous et à ce potentiel du marché de la tech. Aujourd'hui, c'est clair que le monde a totalement changé. Cette crise du Covid a eu un impact extraordinaire sur ce secteur de la tech. On assiste vraiment à une envolée du secteur. Il y aura un avant et après Covid. Le monde entier a basculé dans la tech. Il y a eu 190 pays qui ont fermé leurs écoles. Il y a eu 1,7 milliard d'élèves, de parents, de professeurs qui ont expérimenter des solutions EdTech. Les barrières psychologiques sont tombées et aujourd'hui, le marché de l'EdTech est estimé en 2025 à un marché de 500 milliards. Le marché aura pris plus de 125 milliards en l'espace de quelques mois. Donc c'est assez une explosion incroyable. Il y a eu 16 milliards d'investissements dans l'EdTech en 2020. Donc je pense que c'est l'un des secteurs qui sort le plus gagnant de cette crise parce qu'on s'est rendu compte on avait pas assez investi dans ce secteur. Il y avait les écoles, les systèmes éducatifs étaient sous-équipés et surtout les parents, les professeurs ont expérimenté et se sont rendus compte de tout ce que le numérique pouvait apporter à l'apprentissage. Et donc, il y a aussi eu des expériences malheureuses, parce que tout n'a pas été rose au moment du premier confinement. On a vu que c'était même plutôt catastrophique. C'est un marché qui reste difficile à faire bouger. Non, enfin, je parle peut-être particulier de la France, où l'éducation nationale pèse de tout son poids sur le marché de l'éducation. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des freins encore du côté de l'investissement? Alors, c'est clair que pendant le premier jour de confinement, il y a eu beaucoup de startups qui ont vu leur trafic exploser. Les systèmes éducatifs n'étaient pas prêts parce que on a vécu le fait que pendant 20 ans, finalement, on n'avait pas... Ça fait 20 ans que l'Internet existe, on n'avait pas assez investi dans ce secteur et donc ça a été un petit peu effectivement du cafouillement. Après, il y a un système D incroyable qui s'est installé. Les profs ont fait leurs propres vidéos, se sont emparés d'autres outils, mais souvent les outils des GAFAM. Qui n'étaient les outils des GAFAM, d'où l'importance extrême de créer une filière française et une filière souveraine, parce qu'autrement, ce sont les GAFAM qui pénétreront la salle de classe. Et c'est vrai que des outils que l'on utilise, qui ont été utilisés, n'étaient pas faits au départ pour la tech. Microsoft, Teams et Zoom, c'est pas des outils de tech. C'est de la visio. Donc voilà, donc effectivement, on a un petit peu... Il y a même des plateformes de jeux vidéo qui ont servi aux profs et aux élèves pour communiquer. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens se sont rendus compte que finalement, c'était indispensable d'avoir ces outils, qu'on avait sous-investi dans ces outils, que finalement, le faux débat du numérique à l'école, c'était un débat complètement obsolète et qu'il fallait investir. Donc là, il y a eu un changement de paradigme, un changement dans la tête de tous les utilisateurs et aussi et du coup ce qui est-ce que ça se traduit par un changement du côté des commandes publiques? Alors écoutez, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience forte des pouvoirs publics sur l'importance de créer un numérique éducatif, sachant que la technologie dans ce qu'on appelle le K-12, c'est-à-dire l'école, c'est vraiment au service du professeur. C'est pas du tout ce que l'on vit actuellement, qui est vraiment une situation de crise totale, mais pour les étudiants surtout qui sont en visio chez eux. Mais c'est vraiment des outils au service du professeur. Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Après, c'est des systèmes lents
à faire bouger. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et de toute manière, une start-up EdTech. Parce qu'on n'a pas entendu d'annonce de nouveaux plans gouvernementaux avec des équipements nouveaux qui arriveraient. Hein. On n'a pas entendu je suis passée à côté. Voilà, on espère qu'elles viendront. J'espère de tout mon cœur qu'elles viendront. Il faut dire aussi que le système éducatif a eu aussi des urgences à gérer. Hein. Il y a eu l'histoire de l'affaire Samuel Paty, etc. Oui. Bon, des urgences très graves à gérer. Et de toute manière, vous le savez très bien, hein, des beaux outils technologiques, ça ne se crée pas en quelques mois. Et voilà, une belle start-up EdTech, c'est souvent 1 an de recherche avant. Voilà. Et donc voilà, espérons que ça va venir. En tout cas, il y a eu un changement de mentalité et les parents aussi, les élèves se sont emparés eux-mêmes des outils. Donc il y a aussi tout ce secteur de ce qu'on appelle le B2C, hein, le direct to consumer, où les individus, les parents s'emparent des outils de formation en ligne, des outils pour réviser, etc. eux-mêmes, sans attendre le système. Et ces startups que vous accompagnez, il y en a combien? Il y a une quinzaine? Il y en a 16 aujourd'hui. Il y en a 16 aujourd'hui. Elles travaillent principalement sur le marché français ou européen ou plus largement mondial? Alors nous, on est un fonds européen, donc on investit en Europe. On investit la majorité de nos investissements quand même en France, hein, plus de 60% en France, mais le reste peut être investi en Europe. Donc on accompagne des startups françaises pour les aider à grossir, déjà à être champions sur le marché français et ensuite aller à l'étranger. Alors dans les startups qu'on accompagne, hein, on va de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. On accompagne l'Uni, par exemple, qui est la boîte à histoire qui développe la créativité des enfants. Donc là, qui a eu une très très belle croissance en France et qui commence à s'ouvrir à l'international, qui va aux US et qui est d'ailleurs le produit catégorie préférée sur Amazon, dans sa catégorie de jeux intelligents. Après, on accompagne des startups dans le domaine de l'école, hein, dont on a accompagné Lalilo, qui est une startup qui permet de faire de l'apprentissage de la lecture par l'adaptive learning. Donc là, elle est allée tout de suite aux US, France et US, parce que voilà, les US sont très très en avance, hein, sur les tech, et donc elle a réussi à avoir des marchés et à vendre aux US. Après, dans le domaine de la formation professionnelle, on accompagne par exemple une société comme 360 Learning, qui a un outil pour les entreprises qui, elle aussi, va aux US. Donc voilà, et qui a aussi été dans d'autres pays européens. Et donc là, c'est des startups françaises. Nous, on veut en faire des champions français d'abord et des champions européens, voire mondiaux. Et ensuite, on accompagne aussi des startups en dehors de France, parce qu'il y a des très belles innovations en dehors de France. Par exemple, dans les pays nordiques, on a accompagné une startup qui s'appelle Labster, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Donc ça permet à des professeurs de sciences de permettre à leurs élèves de faire des expériences, de décortiquer des grenouilles, voilà, en réalité virtuelle ou en 3D. Donc ça évite d'avoir des laboratoires. Ça sauve quelques grenouilles. Voilà. Ça évite c'est très compliqué pour les élèves d'expérimenter. Et dans ce genre de matière, on apprend en expérimentant. Et donc Labster équipe par exemple tous les collégiens et lycéens danois, parce que voilà, le Danemark est très en avance, hein, en termes d'EdTech, et elle est aussi présente aux États-Unis, où elle équipe plus de 1200 universités américaines. Donc voilà, donc c'est à la fois, et il y a des beaux viviers, mais dans toute l'Europe, mais honnêtement en France, on a de très belles équipes. On a de très belles technologies. Voilà, donc maintenant il faut que le marché s'ouvre. Alors, vous venez de sortir une étude sur le boom justement de ce marché de l'EdTech. Il commence par un paysage qui a été profondément bouleversé par la crise Covid-19, évidemment. Donc, on a eu quelques idées de ce marché aujourd'hui, ce qu'il peut représenter. Il y a 2 nouvelles licornes, j'ai noté, qui sont nées en 2020 quand même. Oui, il y a aujourd'hui 20 licornes EdTech. Il y en avait 2 il y a 5 ans. C'est un marché très neuf, l'EdTech. C'est un marché qui a réellement démarré en 2015 dans le monde. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un marché dont 16 milliards investis en 2020, hein, et un énorme investissement, 2 fois plus qu'en 2019, alors quand même que la moitié du monde était confiné chez elle, hein, et 20 licornes, et on estime qu'il y en aura 120 d'ici 2025. Et quelles sont les tendances? Quelles sont les thématiques fortes? Alors, dans le marché de l'EdTech, on a une grosse prépondérance, hein, de la Chine, qui représente 60% des investissements mondiaux. La Chine investit énormément dans l'EdTech, et en Chine, et l'Inde est en passe de devenir une grande nation EdTech. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu d'importantes levées de fonds en Chine et en Inde. Levées de fonds en Inde, c'était Bijoux en Inde qui devient vraiment une licorne. Et en Inde, en Chine, c'est vraiment l'éducation vers ce qu'on appelle le K-12, c'est l'enfant. C'est vraiment le parent qui achète pour
pour l'avenir de son enfant et qui achète des solutions EdTech. Donc c'est des live class, c'est des solutions de soutien scolaire, c'est des maths ou des langues par Internet. Il y a une société chinoise énorme qui s'appelle VIP Kids qui permet à tout enfant chinois de se perfectionner dans les langues. Donc ça ne passe pas par le système central éducatif, ça passe beaucoup par les parents. Ensuite, aux États-Unis, c'est aussi les parents et aussi beaucoup le système éducatif et particulièrement le système universitaire. Les universités américaines se sont excessivement équipées d'outils numériques. Alors, il faut dire que les frais de scolarité aux États-Unis sont très importants, mais il y a eu une énorme digitalisation de toute l'université américaine. Voilà. Et sur l'Europe, typiquement, pré-Covid, avant le Covid, on était assez fort en France. On est très bon sur tout ce qui est formation professionnelle et formation continue. Le e-learning, voilà, le e-learning. Les MOOC. Il faut dire qu'il y a eu une volonté politique très forte. Le CPF est un formidable succès. Ouais. Le CPF, c'est pour la compte formation de formation en ligne qui permet à tout un chacun de choisir la formation qu'il a envie de réaliser. Ce CPF a été fait par le ministère du Travail sous l'égide de la Banque des Territoires. Et vraiment, c'est un très, très grand succès qui démocratise totalement la formation et qui permet, et nous, on est vraiment convaincus que la formation en ligne tout au long de sa vie est un enjeu crucial, parce que les gens auront besoin de développer leur employabilité. Je pense que le diplôme à vie que j'ai connu il y a quelques années est un peu fini. Il va falloir tout au long de sa vie apprendre, développer ses compétences et le faire en ligne, parce que c'est très souple, c'est flexible, on peut le faire quand on veut. Donc la France est très forte sur la formation en ligne et la formation professionnelle. Et je pense que post-Covid, les secteurs ce qu'on appelle le B2C, donc le parent qui s'équipe, l'individu qui choisit lui-même sa formation et l'école vont être des secteurs d'avenir. Donc une prise en main de l'éducation par les familles elles-mêmes. Bon, cela dit, c'est pas très étonnant qu'on soit bon sur le e-learning et la formation professionnelle, parce que si ça n'a pas très bien marché au début, au niveau de l'enfance, il faut pouvoir se rattraper après. Je suis mauvaise langue. Mais on parle aussi beaucoup du futur du travail post-Covid. Finalement, on a eu des nouvelles méthodes de travail. Est-ce que ça change aussi les nouvelles méthodes d'apprentissage à l'âge adulte ? Oui, alors EduCapital est un fonds spécialisé sur ce qu'on appelle le futur de l'éducation et le futur du monde du travail, ce fameux saignement du future of work, parce qu'on pense que il y a un bouleversement total des méthodes de travail des entreprises. D'ailleurs, le Covid aura été l'accélérateur de transition digitale de beaucoup de sociétés. Avec cette crise, beaucoup de sociétés se sont mis à utiliser des outils digitaux par la force des choses, alors qu'elles ne l'avaient pas fait avant. Et donc, il y a un profond bouleversement des modes de travail. Je pense que le télétravail va s'installer durablement avec des systèmes beaucoup plus souples. Et donc, il faut beaucoup d'outils aux entreprises pour à la fois former Parce que c'est pas juste le fait d'être à distance et d'avoir une connexion Internet. Oui, et c'est aussi de travailler différemment. Donc il va y avoir l'explosion, à mon avis, de beaucoup de nouvelles façons de travailler, des outils pour aider à avoir un apprentissage plus collaboratif, un travail plus collaboratif. Il y a un gros sujet aussi de plus en plus, je pense, sur l'engagement des collaborateurs. Notre dernier investissement, c'est une société qui s'appelle Supermood, qui mesure l'engagement des collaborateurs par la data RH. Et comment alors ? C'est-à-dire son temps de connexion Non, au contraire, c'est comment l'utilisateur se sent par rapport à sa société. C'est le bien-être salarié, c'est c'est la compréhension de la stratégie. Donc, c'est des sondages dans plein d'endroits de l'entreprise pour faire remonter de la data RH. Parce que je pense, dans ces situations de télétravail fortes, il peut y avoir, à un moment donné, une déconnexion entre le salarié et son entreprise, une perte de motivation. Et c'est à ce moment-là, c'est du mal-être, du mal-être personnel. Et donc, ça peut arriver à des situations de burn-out, comme on en a connu dans des entreprises. Et aussi, c'est souvent une mauvaise, peut-être, compréhension de la stratégie. Donc, l'entreprise doit faire des actions pour raccrocher ses salariés, parce que la motivation étant très importante. Donc, beaucoup de nouveaux outils qui vont apparaître, sur aussi, je pense, des outils de travail collaboratif, etc. Donc, on est au début de ce saignement Mais là, sur ces outils justement de travail collaboratif, c'est des outils très B2B professionnels, et aujourd'hui ils sont tenus par les Américains principalement. Alors aujourd'hui ils sont tenus par les Américains. Une société par exemple comme 360 Learning qui fait un apprentissage collaboratif, un outil d'apprentissage collaboratif, n'a vraiment rien à envier aux acteurs américains, parce que c'est vraiment très innovant. C'est de l'engagement du collaborateur, c'est de l'apprentissage entre pairs, etc. Mais c'est vrai que il y a un risque. C'est pour ça que c'est
très important qu'on développe nos propres technologies françaises et qu'on développe avec un enjeu de souveraineté numérique sur ces sujets, parce qu'autrement, c'est clair qu'on aura un envahissement de... Et comment on fait pour convaincre? Parce que là, vous avez dirigé des boîtes. Là, maintenant, vous êtes à l'origine des investissements. C'est-à-dire vous décidez finalement du mouvement des plaques tectoniques du monde numérique. Comment vous faites pour dire on va imposer cette souveraineté, les Français, l'Europe a une place à prendre, alors qu'on a un marché qui est quand même très compliqué. Alors, quand il s'agit de commandes publiques, il faut une volonté politique forte. Il faut une volonté politique forte de dire, voilà, on ne laissera pas les GAFAM rentrer dans nos salles de classe. Ils rentrent par des outils, mais derrière, ils viendront avec des contenus. Est-ce qu'on a envie d'avoir l'histoire de France expliquée par Google ou Microsoft? Sûrement pas. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on a envie d'avoir les données des enfants stockées dans des serveurs à Seattle ou voire demain à Shanghai? À un moment donné, c'est une volonté politique forte de dire, voilà, on veut développer cette filière, on veut des acteurs souverains. Et ensuite, après, c'est de l'investissement. Il faut de l'investissement public et donc là, il y a privé. du capital. Et donc voilà, il faut qu'il y ait du capital aussi qui grossisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance un fonds 2, nous, en se disant, voilà, il faut pouvoir avoir plus de moyens pour mieux accompagner sur le ces futur belles du travail, sociétés, sur le futur de l'éducation et le futur du monde du travail. Alors, on va attaquer une partie de notre entretien avec une interview express, où là, je vous pose une question très courte. C'est ouvert, c'est un peu plus personnel, vous répondez ce que vous voulez, mais rapidement. Vos rêves, Marie-Christine? Mes rêves, c'est vraiment qu'à un moment donné, tous les élèves, tous les enfants français puissent vraiment se développer, trouver leur voie. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'arriver à trouver sa voie et que la technologie puisse apporter quelque chose. C'est vraiment... Vos peurs? Mes peurs, c'est vraiment dans mon secteur, c'est vraiment un monopole et une entrée très forte d'outils de GAFAM ou d'outils, voire demain chinois, dans la technologie et dans l'apprentissage de nos enfants. Et je pense que quand même aujourd'hui, quand on sait que 2/3 de la génération Z considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage, ça fait un peu peur. Vos interrogations? Mes interrogations, c'est est-ce que la volonté politique sera assez forte? Votre idée fixe? C'est de convaincre les politiques qu'il faut investir dans ce secteur. Le futur, vous l'imaginez? Le futur, je l'imagine très beau, parce que écoutez, aujourd'hui, 2/3 des enfants feront peut-être des métiers qui n'ont pas encore été inventés aujourd'hui. Et la prochaine révolution dans l'éducation et les EdTech, ce sera quoi selon vous? Elle a déjà commencé, mais c'est l'intelligence artificielle. C'est l'utilisation des data pour un apprentissage personnalisé. Je pense que voilà, c'est le cœur de l'EdTech, c'est de pouvoir donner à chacun un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend. Et c'est vraiment ce qui permettra de réduire le décrochage scolaire, ce qui est quand même une plaie. Aujourd'hui, le plus grand fléau de notre système éducatif, c'est ce décrochage scolaire. C'est ces 80 000 enfants qui, chaque année, sortent du système. Et vous, dans 5 ans, vous savez déjà ce que vous ferez? Écoutez, moi j'espère avoir fait grossir EduCapital, avoir une belle plateforme d'investissement qui permet de faire éclore des beaux champions, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant. On a reçu d'ailleurs Emmanuel Freund de PowerZ, qui est un projet que vous soutenez. Voilà, c'est un projet qu'on soutient, c'est un projet très innovant. Et voilà, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des jeunes qui ont créé leur entreprise, qui est devenue grande et qui ont créé une belle success story à la française. Merci beaucoup Marie-Christine Levet, fondatrice d'EduCapital. On enchaîne avec notre rendez-vous dans l'espace. On va parler du tourisme spatial. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous dans l'espace et Marie-Christine Levet est toujours avec nous. On accueille Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on peut dire fini les astronautes, bonjour les touristes dans l'espace. Oui, on peut le dire parce que l'espace c'est la destination de l'année 2021. Alors si le Covid nous empêche, nous, de voyager, il y a certains touristes assez chanceux et riches aussi, il faut bien le dire, qui vont avoir la chance d'aller voyager au-dessus de nos têtes parce qu'on est en train de vivre une petite révolution de la conquête de l'espace avec les progrès du secteur privé qui grappille un petit peu du terrain aux agences spatiales étatiques. Et donc l'espace ne sera bientôt plus le terrain de jeu seulement des astronautes professionnels qui devront côtoyer de nouveaux visiteurs. Mais il faut quand même rétablir un petit peu la vérité. Le tourisme spatial, ça existait déjà.
Alors, c'était quand? Alors, le premier touriste spatial, c'était en 2001. C'était Denis Tito, un Américain qui a déboursé, selon les estimations, environ 20 millions d'euros pour rejoindre la Station spatiale internationale. Après 900 heures de formation, quand même, c'est sérieux, on n'y va pas comme ça non plus. Il a pu rejoindre les meilleurs scientifiques du monde à 400 km d'altitude, en orbite autour de la Terre dans l'ISS, avec, après lui, 5 hommes et une femme, eux aussi, moyennant une grosse somme d'argent, ont pu rejoindre la Station spatiale entre 2001 et 2009. Ils sont partis soit avec la NASA, soit avec Roscosmos, l'agence russe. Et puis ensuite, ça s'est arrêté, puisque à partir de 2011, la NASA a cessé l'activité de ses navettes spatiales, donc il ne restait plus que la navette Soyouz pour aller dans l'ISS. Et donc, les places pour les touristes ont commencé à être un petit peu limitées. Mais aujourd'hui, on remet la machine en marche. Mais c'est pas dans l'ISS qu'Elon Musk veut envoyer ses 4 touristes d'ici la fin de l'année? Pas dans l'ISS, non, effectivement. Il veut envoyer pour la première fois des touristes en orbite autour de la Terre. Et c'est ça qui est exceptionnel. Le jour J, 4 personnes vont s'envoler dans sa fusée Falcon à bord de sa capsule Crew Dragon. Et ces 4 personnes, elles orbiteront autour de la Terre. Elles devraient faire un peu plus d'une orbite terrestre. Donc on ne sait pas exactement combien de temps, mais dans la Station spatiale internationale, on met 1h30 pour faire une orbite terrestre. Parmi ces 4 personnes, un seul membre d'équipage est connu, c'est le commanditaire de la mission. Il s'agit de Jared Isaacman, patron d'une grande entreprise de sécurité de paiement en ligne, de sécurisation de paiement en ligne. Et il offre en fait les 3 autres places à des civils comme lui pour partir dans l'espace. Et donc il y a un espèce de jeu concours comme ça qui est organisé. Il y a la place de la générosité, celle de la prospérité. Soit on fait un don à une association, Saint Jude, contre les enfants qu'on aide gratuitement pour la maladie du cancer. Soit on va pitcher son entreprise. Donc c'est assez original, très américain. Il faut être américain d'ailleurs pour pouvoir se présenter. Et puis la dernière place, c'est un représentant de Saint Jude, cette association qui va partir là-haut. Et donc voilà, c'est un scénario assez nouveau parce qu'en matière de tourisme spatial, pour l'instant, on préférait plutôt les scénarios des vols suborbitaux. Suborbitaux, c'est-à-dire? Alors, suborbitaux, ce sont les vols dont la vitesse est en dessous de la vitesse nécessaire pour se mettre en orbite autour de la Terre. Autrement dit, elle est assez rapide. Le vol est assez rapide pour s'arracher à l'attraction terrestre, mais ensuite, on retombe, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'a choisi Virgin Galactic, la société de Richard Branson. C'est ce qu'elle va faire avec ce qu'elle est en train de préparer. Alors, sa fusée, à elle, pour le tourisme spatial, toujours, elle va allumer les moteurs, décoller, elle sera lâchée par un avion. Et là, elle allumera les moteurs pour rejoindre toute seule l'espace suborbital. Ensuite, elle fera un petit tour et elle va retomber. Ça va durer quelques minutes seulement, cette expérience. Ce sont 2 pilotes là qui vont, on l'a su il y a quelques jours, faire le premier test normalement en février. Donc ça va aller très vite. Ensuite, c'est Richard Branson lui-même, ce qui est assez rare, qui va aller décoller, profiter finalement des fruits de son travail. À sa place. Nous aussi, on ferait sûrement pareil. Mais bon, pour l'instant, Jeff Bezos et Elon Musk n'ont pas parlé d'y aller. Donc c'est quand même assez marrant de souligner que lui va en profiter. Et puis ensuite, il y a une longue liste d'attente, à peu près 600 personnes pour l'instant, qui se sont inscrites pour aller dans l'espace, dont d'ailleurs Leonardo DiCaprio. Et là, ça coûtera combien? 250 000 €. Voilà, mais pour la plupart des experts, il faut le dire quand même, seulement 50% de chance pour que les touristes de Virgin Galactic décollent bien cette année. Juste un mot. Alors, pour ceux qui n'auront pas 250 000 € pour aller dans l'espace, il y aura, je pense, la réalité virtuelle qui leur permettra d'y aller. Donc, c'est ça l'avantage de la technologie. Ça démocratise les choses. Il y a d'autres solutions aussi et on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continue cette aventure spatiale touristique. Exactement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi la grande interview de Marie-Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital. Je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.